Bonjour, bienvenue dans Ça vous regarde, une heure de débat politique et parlementaire. Et ce soir, on parle de Calais. C'est devenu une étape obligée pour les politiques avec cette question que faire de la jungle de Calais et de ses migrants. François Hollande était ce matin à Calais, premier déplacement de son quinquennat dans cette ville où le campement de la jungle grossit. Le président de la République promet de démanteler définitivement la jungle d'ici fin 2016 et dénonce les instrumentalisations, je cite, de la droite. Un déplacement qui survient quelques jours après la visite de Nicolas Sarkozy, qui a fait des questions migratoires et d'identité des thèmes phares de sa campagne pour la primaire de la droite. À l'approche des élections, les visites se multiplient à Calais. Les hommes politiques prennent soin de se montrer auprès des Calaisiens, mais pas question d'associer leur image aux réfugiés. Ni François Hollande ni Nicolas Sarkozy ne sont rendus dans le campement proprement dit. Et il y a les propositions de Bernard Cazeneuve de répartir les migrants dans des structures d'accueil sur tout le territoire. Et là encore, le débat sur le sujet est monté d'un cran. Les migrants, un enjeu politique pour 2017, c'est le titre de notre émission. On en parle avec vous via notre site lcp.fr. Hashtag CVR, ça c'est pour les tweetos. Le JDD, c'est notre partenaire. Et notre compte Facebook pour être tout à fait complet. On en parle surtout avec nos invités. Christophe Borgel, bonsoir. Vous êtes député, socialiste de Haute-Garonne. À Toulouse, vous avez appelé les maires de votre circonscription à accueillir des migrants. Vous allez nous en parler. Face à vous, Nicolas Bay, bonsoir. Vous êtes député européen Front National, secrétaire général du FN et récemment nommé directeur de la campagne du FN pour les élections législatives de juin 2017. Le mot d'ordre au FN, nos communes sans migrants, c'est ça. Vous allez nous en parler. Emmanuel Agius, bonsoir. Vous êtes premier adjoint au maire de Calais, Natacha Boussard. Vous soutenez Nicolas Sarkozy. Vous étiez sur place ce matin sur le terrain de football de la compagnie de gendarmerie de Calais pour accueillir le président de la République. Vous allez nous raconter. Enfin, Pierre-Henri, bonsoir. Vous êtes directeur général de France Terre d'Asile. Je signale votre ouvrage qui sort le 9 novembre, me dit-on, Le chaos ou la fraternité, l'Europe face aux défis de l'immigration. C'est aux éditions Hermann. Avant de débattre, retour sur cette visite présidentielle. François Hollande promet un démantèlement définitif du camp de Calais et promet qu'il reviendra une fois que ce sera fait. À 8 mois de l'élection présidentielle, Calais, confronté à l'afflux de migrants, est devenu une étape incontournable, le lieu de toutes les promesses de campagne. Maïté Frémont. Nicolas Sarkozy, François Hollande à Calais, une étape indispensable à 8 mois de la présidentielle. Depuis le 14 juillet dernier, François Hollande était attendu de pied ferme. Alors, devant les élus locaux, le chef de l'État l'assure une nouvelle fois. L'État sera ferme pour mettre fin au campement. Le gouvernement donc prépare le démantèlement de la lande de Calais et il ira jusqu'au bout. Une visite de quelques heures pour le chef de l'État, une première depuis le début de son mandat. Je veux aussi redire ma détermination à voir les autorités britanniques prendre leur part dans l'effort humanitaire que la France accomplit ici et continuera à accomplir demain. François Hollande emboîte le pas à Nicolas Sarkozy. Jeudi dernier, le candidat à la primaire de la droite avait choisi le symbole de la ville de Calais pour parler immigration, avec comme principale proposition de mettre fin à la crise traversée par la commune, la renégociation des accords du Touquet avec l'Angleterre. C'est bien gentil, ils payent les machines du port de Calais, mais qui paye les employés? C'est nous. On n'a pas vocation à être les douaniers des Anglais. Mais les Anglais, c'est des gens que j'aime, en qui j'ai confiance. Ils ne peuvent pas demander que les dossiers d'instruction de l'entrée en Angleterre soient instruits en France. Pourtant, en 2003, c'est lui qui signe ces accords en tant que ministre de l'Intérieur. Devant ce volte-face, François Hollande riposte et lui répond. Mais l'objectif que notre pays s'est assigné à lui-même ne se décrète pas. Il se construit avec méthode et en prenant autant qu'il est possible une distance par rapport à des instrumentalisations ou à des polémiques. Mais pas question pour Nicolas Sarkozy de passer à côté de la polémique sur la situation de Calais. Le candidat à la primaire de la droite accuse le gouvernement d'inaction et même de démission. Pourquoi ils ne font pas? Parce qu'ils comptent sur l'électorat de la gauche et de l'extrême gauche. Et qu'à 8 mois de la présidentielle, vous êtes sacrifiés sur ça.
Derrière l'enjeu humanitaire, c'est bien l'enjeu politique qui domine. Ni François Hollande ni Nicolas Sarkozy ne se sont rendus sur le campement de la Lande. Ce camp compte aujourd'hui, selon les associations, plus de 7000 migrants. Voilà, entre 7 000 et 10 000 migrants selon les chiffres. Première question, donc un démantèlement en 3 mois, une promesse de François Hollande. On se laisse Noël comme date butoir. Est-ce que c'est le début d'une solution, Christophe Borgel? Je le crois. L'enjeu pour avoir le démantèlement, c'est à la fois de permettre aux gens de rentrer dans la procédure du droit d'asile. Pour ça, il fallait le réformer, ce que nous avons fait. Il fallait y mettre des moyens. Il fallait ouvrir sur l'ensemble du territoire des centres d'accueil et d'orientation, les CAO, dont on parle beaucoup. Il fallait augmenter le nombre de places en centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Parce que si l'on veut, en parallèle, être ferme vis-à-vis de ceux qui prennent d'assaut des camions pour aller en Angleterre, il faut qu'on soit digne en leur permettant de défendre leurs droits. Parce que la réalité, c'est que l'essentiel des migrants qui sont à Calais, sous le terme migrants, on généralise, sont des gens qui ont fui la persécution, les guerres. C'est ça la réalité. En tout cas, il faut leur permettre de défendre ce droit à l'asile et de pouvoir faire dignement, dans de bonnes conditions, une demande. C'est comme ça que durablement, on peut régler le problème de Calais. Aujourd'hui, les conditions sont réunies. Il faut aller au bout. Le président de la République s'y est engagé ce matin. Nicolas, vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord d'abord sur la promesse de François Hollande. Je pense que celle-là, comme les autres, il faut la prendre avec beaucoup de prudence, puisque, pour faire un parallèle, il était venu à Florange en promettant le maintien. On a eu le démantèlement. Là, il va à Calais, il promet le démantèlement. Je pense qu'on va avoir le maintien. Et si on n'a pas le maintien, on aura la dissémination de ces migrants qui sont des clandestins. Ils viennent pour l'essentiel pour des raisons économiques. Pour l'essentiel, ils ne viennent ni de Syrie, ni d'Irak. Donc, ce ne sont pas du tout des réfugiés de guerre, comme on le prétend et comme M. Borgel le dit. Mais savoir où sont les guerres, il faut maintenant mettre fin à un système qui consiste à ne pas appliquer la loi, à procéder à une répartition la plus discrète possible dans les campagnes françaises, et on fait supporter ça aux petits villages ruraux de notre pays, alors que la place d'un clandestin, il faut dire les choses clairement, elle est dans un charter, c'est-à-dire qu'il a vocation à être expulsé du territoire national. Celui qui entre ou se maintient illégalement sur le territoire national, en application de la loi, il doit être expulsé. Voilà, et je crois que c'est le seul moyen de mettre fin à ces jungles, parce que sinon on va avoir des jungles comme Calais qui vont pousser comme des champignons partout sur le territoire national. Et cette attitude irresponsable de ceux qui sont au pouvoir, eh bien, c'est évidemment une incitation très grande à l'immigration. Voilà, mais je note quand même que là-dessus, droite et gauche sont d'accord. Ils sont tous d'accord pour la répartition de cette immigration clandestine partout sur le territoire national. Il n'y a que le Front National qui propose l'expulsion de ces clandestins. Emmanuel Ajus, vous êtes de Calais, vous êtes premier adjoint au maire. Il fallait démanteler. Alors, le démantèlement, c'est un dû. Ça fait bien trop longtemps qu'à Calais, il y a une jungle qui prolifère, avec des gens qui n'ont rien à faire à Calais parce qu'ils ne souhaitent pas rester à Calais. Ils souhaitent franchir le pas, c'est-à-dire se retrouver de l'autre côté, sur le sol britannique. Tous ne sont pas des réfugiés politiques, il y a aussi effectivement des migrants économiques. Personne ne sait dire quel est le pourcentage de chacun. Aujourd'hui, ça fait maintenant près d'un an que nous réclamons que cette jungle soit démantelée, ou en tout cas qu'il y ait un processus qui permette à Calais de vivre comme toutes les villes de France. Vous avez été écouté aujourd'hui? Bien sûr, mais vous savez, depuis le mois de juin dernier, nous avons tiré la sonnette d'alarme, comme pas mal d'acteurs économiques d'ailleurs du Calaisis, pour stipuler le fait que, avant la fin de l'année, c'est-à-dire nous y sommes, la jungle aurait pratiquement doublé, ou en tout cas aurait approché un nombre certain de migrants ne pouvant plus rester à Calais parce que la jauge devenait inacceptable. Nous avons tiré sur cette alarme au mois de mai-juin auprès du gouvernement. Et voilà, nous y sommes. C'est-à-dire que nous avons à peu près entre 9 et 10 000 personnes sur cette lande. Et je crois qu'aujourd'hui est venu le temps pour désengorger la ville de Calais, pour le bienfait de Calais, pour que cette ville continue retrouve plutôt son aura et sa vie de ville de 75 000 habitants, première ville du département. Je pense qu'il n'est plus possible aujourd'hui de laisser les migrants tels qu'ils le sont, même pour eux-mêmes. M'adresser à l'homme de terrain, comment on fait pour ne pas répéter l'erreur des reconstitutions de jungle, comme ça s'est passé en 2003 à Sangatte,
ou en 2009, après le démantèlement de la jungle Pashtun, comme on l'a appelé? Eh bien, c'est une question très complexe et qu'il ne s'agit pas de simplifier, même si on rentre dans une campagne présidentielle et une campagne des primaires. Moi, vous savez, en 2002, en 2003, j'étais pour la fermeture de Sangatte, mais à une condition. C'est que, parallèlement, on offre une solution, évidemment, aux personnes qui viennent demander asile sur le territoire. Et je dirais qu'en 2016, avec la promesse de François Hollande, que je trouve, pour ma part, bien tardive, eh bien, une ébauche de solution peut se faire jour. Mais cela étant, il y a tout de même un autre problème. Il se trouve que Calais, c'est la porte de sortie de l'espace de libre circulation Schengen, et que en face, vous avez une île, et que cette île, elle, n'appartient pas à cet Schengen. espace Schengen, D'accord, de et libre que circulation. du coup, et puis que par ailleurs, Nicolas Sarkozy, en 2003, a certes négocié avec les Britanniques la fermeture de la jungle, l'acceptation d'une partie des demandeurs d'asile en Grande-Bretagne, mais les Britanniques ont eu une autre vision, c'est d'externaliser leur politique d'asile et d'immigration. Et donc, Les accords oui, du Touquet. les accords du Touquet, mais auparavant, il y a eu les accords de Sangatte, les accords de Canterbury, ça fait beaucoup, et puis il y a eu une multitude d'avenants. Et donc, oui au démantèlement, mais en même temps, il y a beaucoup de travail. Et notamment celui qui doit consister à ramener la Grande-Bretagne à la table des négociations, et puis à faire en sorte que la solidarité ne soit pas un vain mot sur l'ensemble du territoire. Et soyons très clairs, il s'agit de répartir aujourd'hui 9000 personnes en provenance de Calais, dans un dispositif national qui existe déjà sur le territoire et qui ne pose aucun problème, qui offre de la sécurité à nos concitoyens. Je dis bien de la sécurité pour les personnes accueillies, de la sécurité pour l'environnement, la sécurité pour les maires, pour les habitants, contrairement à ce que le Front National voudrait aujourd'hui nous faire croire. Christophe Borgel et après Nicolas Bay, tout de suite. Il y a quelques vérités qu'il faut rétablir. La première, il y a des gens expulsés à Calais. Il y a eu, depuis le début de l'année, 1300 reconduites à la frontière. Donc quand les gens... Mais la frontière, elle n'est pas étanche. Quand les gens... Attendez, quand les gens ne relèvent pas de l'asile, Oui. ils sont reconduits. Il y en a 4% qui sont expulsés. Le deuxième élément, il y a 96%. Non, mais attendez, 96% des déboutés du droit d'asile ne sont pas expulsés. C'est pas le Front National qui le dit, c'est la Cour des comptes dans un rapport qui date de 2015. Et ça, c'est des politiques publiques depuis près de 30 ans. Vous allez... D'accord, bon, merci de confirmer. Donc les déboutés du droit d'asile ne sont pas expulsés. On va continuer. Il y a un Il y sujet a... là-dessus. Parlez pas en même temps. Parlez pas en même temps. Il y a depuis un an, il y a depuis un an près de 6000 migrants de Calais. Certains disent 5005, d'autres 6005. On ne va pas essayer de ne pas faire une polémique idiote sur ces chiffres. Qui ont déjà été répartis sur l'ensemble du territoire national. Qui en a parlé? Où avez-vous vu, monsieur B? Mais c'est pas vrai. Ah bah moi, je vais vous dire, monsieur B. Je vais vous répondre. Moi, j'étais dans la Drôme avant-hier. On m'en a parlé. J'étais en Mayenne. Vous mentez. Hier, on m'en a parlé. Mais écoutez, monsieur Henry, vous êtes un militant politique. Vous avez été élu socialiste, d'ailleurs, je crois, à une époque. Et donc, assumez vos positions. Aujourd'hui, pas en même temps, s'il vous plaît. les positions du Parti socialiste. Voilà. C'est un Vous phénomène défendez les positions du Parti socialiste. On a bien compris. Monsieur B accepte d'être contredit. Ça serait bien. Les positions du Parti socialiste. Moi, je veux bien vous répondre, mais si vous n'y Je vais voyez vous pas. prendre un exemple, monsieur B. Dans mon département, Haute-Garonne, à quel endroit ça a fait polémique? Expliquez-moi. Écoutez, moi, je n'ai pas été en Haute-Garonne récemment, mais ce que je vois simplement, Mais c'est que ça aujourd'hui, serait public, ça serait non, mais public attendez, dans la ce que presse. vous proposez Non, mais aujourd'hui, me parlez c'est pas, de répondez faire aux pour les questions, clandestins monsieur ce qu'on B. ne fait pas pour les Vous SDF. défilez pas, Messieurs, monsieur Voilà, B. mais vous avez Monsieur B, arrêtez avec vos slogans imbéciles. Le gouvernement annonce 30 000 places d'hébergement répondez aux questions. pour les Répondez aux clandestins, questions. et en même temps, Où avez-vous vu ce chiffre? En même temps. Et en même temps, le même gouvernement nous annonce Où avez-vous 15 vu 000 ce suppressions de lits d'hôpitaux. Messieurs, La vérité, c'est que vous êtes en train de mettre en place je la peux préférence finir, étrangère si je peux
finir, compris pour les clandestins dans notre ça pays. nous dit, Cette ça en dit ce immigration- qui se passera dans le débat Non, mais public il si faut- on est fait pour le Ne pouvoir. parlez pas en même temps qu'on Non, mais comprend il faut plus être rien. clair en fait, on arrive à saturation. rôle, alors. Le vrai Allez-y. problème, c'est que cette immigration clandestine, elle s'ajoute à l'immigration légale. Aujourd'hui, la France n'en peut plus. 50 000 chômeurs supplémentaires C'est bon, au mois d'août. Monsieur B. On a, Monsieur B. dans notre pays, J'ai 6 l'habitude, millions ça de fait chômeurs plusieurs et fois 9 qu'on débat millions de ensemble. pauvres. Donc j'ai Christophe compris. Angèle. Il y a un moment donné, avec vous, il faut monter le ton, donc on va le Christophe faire. Angèle. Allez-y. La Terminez votre réalité, propos et après on va aller du côté de Bruxelles. c'est qu'il y a 6 000 migrants qui ont été répartis sans que ça pose de problème. C'est pas vrai. Et donc, Ça si pose on pas de veut démanteler la jungle, il faut traiter dignement ceux qui relèvent de l'asile. Et vous dites, c'est majoritairement des migrants économiques. Ce n'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Sur ces 5 000 et C'est quelques, pas à vous de le Mais dire. Bernard ces 5 000 et Cazeneuve l'a quelques, dit quand il y a il est presque 70%. Le ministre de l'Intérieur Messieurs, a dit à Calais qu'il y en avait 60% qui étaient là pour des motifs économiques. Messieurs, s'il vous plaît. Messieurs, Exactement l'inverse. Pierre-Henri, Vous on va donner la mentez, parole. monsieur. On va donner la parole à Jean Quatremer, c'est le correspondant de Libération à Bruxelles. Jean Quatremer, merci de nous avoir rejoints. Question simple, le chef de l'État a rappelé l'objectif du gouvernement de démantèlement de la jungle et en appelle au soutien du Royaume-Uni. Il demande aux Britanniques de prendre leur part. Question simple, est-ce qu'avec le Brexit, le Royaume-Uni n'est pas un peu dégagé de ses obligations? On ne peut pas le forcer, d'autant plus que les Britanniques n'étaient pas signataires des accords de Schengen, de la libre circulation des personnes. Le Brexit ne change strictement rien à la situation de la Grande-Bretagne vis-à-vis de la France et de l'Union européenne. Tout simplement, effectivement, comme vous le rappelez, la Grande-Bretagne n'est pas membre des accords de Schengen. Autrement dit, la frontière française et la frontière, c'est une frontière externe de l'espace Schengen. Ce qui est assez étonnant, et tout à l'heure le président de France Terre d'Asile le rappelait, c'est que Nicolas Sarkozy en 2003 a accepté d'externaliser la frontière extérieure de la Grande-Bretagne en France. Est-ce que ça, le Brexit, va changer quelque chose? Non. C'est-à-dire que c'est la dénonciation des accords du Touquet qui permettront de rétablir la situation normale. C'est-à-dire que des gens qui veulent se rendre normalement en Grande-Bretagne doivent pouvoir s'y rendre. Alors, mais c'est très compliqué parce qu'en même temps, il y a la question du premier pays d'accueil pour notamment les demandeurs d'asile. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir renvoyer les migrants ou les réfugiés ou les demandeurs d'asile dans le pays par lequel ils sont entrés. C'est l'application du règlement de Dublin. Et la vraie difficulté de cela, parce que quand on entend le Front National, on a l'impression qu'ils ont la baguette magique qui va leur permettre de régler tous les problèmes du jour au lendemain. C'est-à-dire, reconduire des gens, ça paraît simple une fois quand on le dit. Le problème, c'est qu'il faut trouver le pays dont ils proviennent. Il faut être certain qu'ils aient des passeports pour pouvoir les renvoyer dans leur pays d'origine. La plupart du temps, on ne sait pas par où ils sont entrés. Donc le premier pays d'entrée, il faut pouvoir le déterminer. Donc souvent les Grecs disent « Oh ben ils ne sont pas passés par la Grèce », les Italiens « ils ne sont pas passés par l'Italie » et les Espagnols « ils ne sont pas passés par chez nous ». Donc il faut l'établir. Donc renvoyer quelqu'un, mais où? Ou alors dans son pays d'origine. Souvent, ils n'ont pas de passeport, et deux, même quand ils ont un passeport, le pays d'origine ne veut pas les reprendre. Alors la question c'est, est-ce que par exemple pour un Pakistanais, est-ce qu'on va le renvoyer de force au Pakistan? Oui, qu'est-ce qui se passe si les Pakistanais le refusent? On va déclarer la guerre au Pakistan. Donc les mesures qui paraissent d'une simplicité extrême, vues du point de vue, je dirais, extrêmement simpliste de certains, en réalité, en pratique, on n'a pas de solution. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que les Britanniques, ils ont tenté de nous redonner le bébé avec ces fameux accords du Touquet. Et ce qui est étonnant dans les accords du Touquet, c'est que la France, et notamment Nicolas Sarkozy, qui aujourd'hui les dénonce, les ait signés. Parce que, évidemment, c'est un problème britannique, ça n'est pas un problème français. Dernier point simplement, c'est quand on voit que la France, la difficulté qu'elle a aujourd'hui à gérer 7000 personnes dans un camp, il faut penser à ce qui se passe aujourd'hui en Grèce, où ils sont confrontés à un afflux massif. Il faut se rendre compte de la situation des Grecs. Quand on dit « Oh, mais les Grecs ne font pas leur travail », mais nous, avec 7000 personnes, on n'y arrive pas. Donc vous imaginez la Grèce, qui est un État en faillite, la difficulté qu'elle peut avoir à régler seule un problème de cette ampleur. Merci Jean Quatremer, on vous retrouve en cours d'émission. Emmanuel, vous voulez réagir? Oui, tout simplement, je voulais réagir parce que les accords du Touquet, en tout cas la fermeture du camp de Sangatte, il fallait le faire. Est-ce qu'il faut les dénoncer, ces accords du Touquet? Oui, mais les accords du Touquet évoluent constamment. Monsieur disait qu'il y a des avenants de façon constante pour améliorer ou en tout cas faire en sorte que ça fonctionne mieux. Bon, apparemment, c'est pas le cas. Ou en tout cas, ça fonctionne. Ce sont des avenants qui sont pris de façon administrative, mais on peut pas dire que
sur le fond, il y a eu des améliorations, en tout cas visibles. Je pense que Sangatte, il fallait le fermer, ça a été fait. Ce centre, on ne va pas faire de politique fiction, mais ce centre de Sangatte avait été ouvert sous Lionel Jospin. Il avait sûrement émis le souhait que c'était la meilleure façon, de façon momentanée, de trouver une solution avec ces migrants. Nicolas Sarkozy l'a fermé. Je pense qu'il fallait le faire. À l'époque, lorsque Sangatte a fermé, c'était un centre, un bâtiment qui appartenait aux installations du tunnel sous la Manche, où la Croix-Rouge, je crois, officiait de manière à soulager ces malheureux. Ça devenait absolument insupportable pour les organisations de continuer à gérer ce centre. Il fallait le fermer tout simplement parce qu'à un moment donné, il fallait aussi mettre les Anglais face à leurs responsabilités, comme il le faut encore aujourd'hui. Ça s'appelle la renégociation des accords du Touquet. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un centre de l'autre côté de la Manche, sur le sol britannique, de manière à ce que les migrants qui sont sur Calais, qui souhaitent absolument passer de l'autre côté, c'est criant de vérité, tout le monde le sait, il suffit de parler avec les migrants et de s'interroger et de les écouter et voir véritablement que c'est viscéralement vissé dans leur esprit le fait de se retrouver sur le sol britannique. Nicolas Bay. Attendez, 30 secondes. Je voulais simplement dire que le démantèlement ne peut pas réussir s'il n'y a pas de hotspot, de centre, de l'autre côté, sur le sol britannique, de manière à ce que ces malheureux puissent avoir une chance de s'y rendre, de demander le droit d'asile sur le sol britannique. Donc on dénonce les accords du Touquet, on ouvre les frontières, on les laisse passer à Douvres et les Anglais se débrouillent. Bien sûr que c'est pas suffisant, mais bien sûr que Schengen ne fonctionne pas. Bien sûr que Frontex est une agence qui a des moyens soi-disant, mais qui ne prend pas non plus ses responsabilités. Donc aujourd'hui, Schengen ne fonctionne pas. Je crois qu'il faut qu'il y ait un hotspot de l'autre côté de la Manche, parce qu'à un moment donné, il faut que les Anglais prennent aussi leurs responsabilités. Et je crois qu'aussi qu'il faut, à un moment donné, de façon momentanée, fermer les frontières jusqu'à ce qu'il y ait un Schengen 2, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas un procédé qui permet de régulariser les frontières. Le retour du contrôle aux frontières, d'abord, la position des sarkozystes qui consiste à dire qu'il faut remettre en cause l'accord du Touquet que Nicolas Sarkozy avait signé, c'est absurde. C'est un accord bilatéral entre la France et l'Angleterre, c'est indépendant de Schengen. On a l'impression d'ailleurs que cette idée est venue un peu en représailles du Brexit. On ne parlait pas de ça jusqu'à il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, on dit que ce serait la solution à tout. C'est évidemment pas la solution. Et elle serait d'ailleurs profondément inhumaine, puisqu'on aurait à la clé des morts sur les plages du Pas-de-Calais ou du sud de l'Angleterre, comme on en a déjà en Méditerranée. Non, malheureusement. Je crois que il faut s'attaquer au vrai problème. Attendez, il faut s'attaquer au vrai problème. Le vrai problème, c'est pas de les laisser ou pas sortir, c'est de les empêcher d'entrer, ces clandestins. Donc c'est la maîtrise de nos frontières nationales, puisqu'il n'y a pas de volonté de maîtrise des frontières européennes. Mais je crois que le problème des sarkozystes, c'est qu'ils sont totalement disqualifiés en matière d'immigration, puisque c'est jamais l'immigration n'a été aussi forte. Jamais l'immigration n'a été aussi forte que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et je note d'ailleurs que M. Bertrand, faut pas exagérer non plus. Vous appartenez à la majorité de M. Bertrand. Chacun son tour. Parlez pas en même temps. Gérard Rive. Non, je fais circuler. Si on pouvait essayer, tout le monde aura la parole. Si on pouvait essayer d'avoir le vrai diagnostic, je crois qu'on ferait avancer les choses. C'est pas Schengen qu'il faut réformer. L'espace de libre circulation européen fonctionne pour les Européens. Ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est l'accord de responsabilité et de solidarité entre les États européens autour de Dublin. C'est-à-dire, au départ de Dublin, il y a eu un impensé où il s'agit... Je rappelle, Dublin, c'est l'accord selon lequel c'est le migrant, c'est au premier arrivé de traiter le pays où le migrant arrive, le premier pays... de traiter la demande d'asile. Et cet impensé fait porter sur les pays de première entrée, la Grèce et l'Italie, au sein de l'Union, Chypre et Malte, un poids excessif. Donc à partir de ce moment-là, la question de la solidarité, elle est évidemment posée entre l'ensemble des pays européens. Moi, je suis pour plus d'Europe aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe doit s'incarner à ses frontières et qu'il doit y avoir, aux frontières de l'Europe,
aux frontières des 27 États, des centres d'accueil où on dit bienvenue aux personnes et où on les identifie et où ensuite on les répartit. La question avec la Grande-Bretagne, c'est aujourd'hui de construire des voies de migration légales avec la Grande-Bretagne. D'ailleurs, il y a eu un sommet franco-britannique au mois de mars dernier où cette question a été abordée et où notamment la problématique des mineurs isolés étrangers qui se trouvent à Calais, ils sont très nombreux, a commencé à être résolue par un accord avec les Britanniques. 800. Il y a aujourd'hui 800 mineurs isolés, dont certains ont de la famille en Grande-Bretagne. Ils doivent pouvoir rejoindre légalement leur famille en Grande-Bretagne. Exactement. Travaillons à cela. Deuxième élément, il y a à Calais des personnes qui peuvent prétendre à l'asile en Grande-Bretagne. Essayons de travailler avec cela. Et moi, je ne fais pas de l'idée d'aller mettre un centre de l'autre côté une force absolue. Je dis simplement qu'il faut ouvrir un bureau d'asile commun avec la Grande-Bretagne, y compris à Calais. Puis après, il y a un enjeu de répartition sur le territoire. Je voudrais vous dire un dernier mot, quand même. Là, dans cette intervention, il y a depuis près de 40 ans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile répartis dans tout le pays qui ne posent aucun problème et sur lesquels il est bien inutile de provoquer des polémiques politiciennes. Christophe Borgel. Encore une fois, les déboutés du droit d'asile ne sont pas expulsés. Voilà, On va en reparler. Christophe Borgel, il y a le Vous plan. ne savez pas de Il quoi y a vous ce parlez. plan du ministre de l'Intérieur. Hein. Vous êtes un petit Christophe Borgel, politicien. s'il vous plaît. Christophe Borgel, Vous êtes ce un plan du ministre de médiocre, l'Intérieur pour idéologue. répartir les 9000 migrants de la future ex-jungle de Calais, répartition dans tout le territoire français. Alors certains élus de droite agitent déjà le spectre de mini-Calais dans tout le territoire français. Vous dites quoi? Mais ça n'a aucun sens. Il y en a déjà 6000. Il y en a déjà, avant qu'on en termine avec la jungle depuis un an, il y en a 6000 qui sont accueillis. Il y en a 6000 qui sont accueillis. Où vous avez vu un problème, à part l'agitation du Front National et l'agitation d'invoquer. Et l'agitation d'invoquer. Si les Français sont d'accord. Justement, l'agitation du... Non mais il Faites va des se taire le référendums. Roquet en face s'il ou vous pas? plaît, Non mais c'est incroyable, ça. S'il vous plaît, on va rester. Vous n'êtes pas capable d'écouter deux phrases. Si, mais c'est un Ça débat. vous gêne les arguments? Terminez votre Acceptez propos. un débat où vous écoutez deux phrases. Christophe Borgel. J'ai écouté toutes vos Bon, inepties depuis Christophe, tout à l'heure. Christophe Borgel, D'accord, terminez votre propos. d'accord. Avec Terminez beaucoup de votre propos. patience. On se À part calme. l'insulte, à part l'insulte. Voilà, on va parler. Christophe Borgel, terminez votre propos. Donc, on voit bien qu'il y a un discours clair du côté du Front National, en réalité. On va au bout. Je ne sais pas comment ils vont faire sur les villes sans migrants. Il y a des migrants dans nos villes. Ils proposent quoi pour faire des villes sans migrants? De prendre tous ceux qui existent dans nos quartiers, de les mettre dans des bateaux. Ils proposent quoi pour faire des villes sans migrants? L'expulsion des Donc, clandestins, l'application de la vous loi. proposez les villes sans migrants, ça veut dire que vous allez au-delà des clandestins, monsieur Non, B. on parle des clandestins, là. en Non, l'occurrence. vous faites un appel pour des villes sans migrants. Le Front National est clair. Mais Il oui, est non, mais- pour la remise en cause du Alors, droit je d'asile. rappelle cette photo. C'est clair. Si vous voulez la voir. Non, mais je vous réponds sur ce Monsieur point Rachlin précis. vient de déclarer Non, je vous qu'il était réponds. pour le limiter à quelques centaines. La vérité, Enfin, oui, bien sûr. Pourquoi? Terminez Parce que votre propos et après le vous droit répondez. d'asile, Nicolas Bey. aujourd'hui, est octroyé de façon très Donc, laxiste. moi, Et j'ai- monsieur j'ai- Henry, Nicolas Bey, laissez-le terminer. Terminez votre propos et après vous répondez. J'ai quelque chose que je ne comprends pas par rapport à l'intervention du premier adjoint au maire de Calais. Je comprends qu'il est en difficulté, il veut démanteler la jungle, mais comme ses amis politiques dans tout le pays, enfin en tout cas, M. Sarkozy d'un côté, M. Wauquiez de l'autre, M. Estrosi en PACA refuse d'accueillir, il nous dit le seul moyen, c'est d'avoir un camp de l'autre côté de la frontière. Honnêtement, autant on voit bien que sur les mineurs, on est tous d'accord, il faut mettre la pression et on peut obtenir. Autant si on ne fait pas un accueil dans tout le pays, Précisément. la jungle ne sera pas démantelée avant la fin de l'année. Ça, c'est la pompe Et on voit bien, aspirante, ça. on voit C'est bien ce que la je dis. contradiction. Non. On voit bien la Ce que contradiction je avec dis- vos amis politiques. Ce que je dis précisément, je l'ai peut-être omis de le dire d'ailleurs, excusez-moi, c'est que je ne dis pas qu'il ne faut pas un centre en France de manière à observer chaque cas, Il en faut plusieurs même. Bien sûr. S'il y en a un, il sera trop gros, ça sera un ingérable. centre en France, de manière à observer, sujet, celui-là. si je Il peux en me faut permettre, plein, si je peux me plein. permettre, de manière Soit petit, de manière à observer, avec peu de monde. je peux terminer, de manière à observer le cas de chacun, dossier par dossier. Il y a sûrement certains d'entre eux qui relèvent du droit d'asile et d'autres, malheureusement, qui sont dits des migrants économiques et qu'on doit accompagner. La Absolument. loi, rien que la On loi. est d'accord. Mon truc, c'est la loi. Je sais On est pas vous, d'accord. on est d'accord. On est d'accord Bon. là-dessus. Et ensuite qu'il y ait, Dignité et un fermeté. centre de l'autre côté, en Angleterre, parce que indubitablement, les migrants à Calais sont, excusez-moi, le terme n'est pas beau, n'est pas bien, ce sont des clients pour les Anglais, et ils veulent aller en Angleterre, ils veulent faire leur vie en Angleterre. Certains sont anglophones, d'autres
un reste de famille, ou en tout cas ou un cousin éloigné, etc., où on considérait et on estimait que l'Eldorado, c'était l'Angleterre pour eux, pour plein de raisons, pour le travail peut-être aussi, vous connaissez le mot d'anglais. Donc à un moment donné, je pense et je crois qu'il faut qu'il y ait un centre aussi de l'autre côté, de manière à ce que les Anglais puissent faire la même chose qu'en France, examiner ces dossiers et peut-être aussi les reconduire. Vous savez, les Anglais... Vous pensez sérieusement que vous arriverez à convaincre les Anglais de ça ? Écoutez, force de conviction... Est-ce que vous pensez, est-ce que vous y croyez ? Moi, j'y crois peut-être benoîtement, mais moi, je fais de la politique, je suis de la jeune génération, j'ai 43 ans, je ne suis pas là pour payer les factures des autres. Donc, j'estime qu'à force de conviction et avec la vraie volonté, l'envie de le faire, on peut y arriver. Avec la bonne personne aussi, c'est encore mieux. Et je crois que ce n'est pas la solution, c'est un mode de faire qui permettra, je crois, d'avoir... un début de quelque chose. Est-ce que vous appréciez les propos de vos amis politiques qui disent si jamais on fait partir des migrants de Calais pour instruire leur demande d'asile dans des petites structures dans le pays, on va créer autant de mini-Calais. Est-ce que vous partagez ces propos ? Monsieur, je suis de facto... Vous savez, les évidences, monsieur B... Si je peux me permettre, si je peux terminer... On va faire tourner. Je voulais que vous réagissiez à cette photo. Elle a été prise il y a quelques jours au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, la région de Laurent-Wauquiez. Une photo prise par une élue de l'opposition régionale. Là, ce sont des élus Front National de la région qui brandissent des panneaux « Nos communes ». Sans migrants, Nicolas Besse, c'est le mot d'ordre ? Les jeter à la mer. Oui, bien sûr. Non, arrêtez de dire des bêtises. C'est vous qui les faites mourir en Méditerranée en leur tendant les bras, en leur disant venez sur nos côtes alors qu'on n'a plus rien à leur offrir. Donc n'inversez pas les rôles, monsieur Bourgel. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire très clairement qu'on ne veut pas de cette immigration massive. On peut disserter longtemps sur Calais, comment régler le problème. Et il y a un vrai problème à régler. Est-ce que vous faites la différence entre demandeurs d'asile et migrants économiques ? Moi, je rends hommage aux Calaisiens qui souffrent terriblement et pacifiquement de cette situation depuis des années. Mais il faut arrêter le problème en amont. Le problème en amont, c'est l'immigration massive, légale et clandestine. Et quand les deux, il faut arrêter l'immigration légale. Aujourd'hui, c'est 210 000 entrées. Et vous faites comment ? 210 000 entrées légales par an. C'est 200 000. On accorde donc pas ça veut dire plus d'étudiants ? Ça veut dire que vous arrêtez, par exemple, l'entrée des étudiants et que vous mettez en danger nos grandes écoles, que vous mettez en danger nos universités, que vous éteignez, que vous portez atteinte à la renommée. On voit bien que vous êtes un idéologue de l'immigration, monsieur Henry, mais moi je vais vous répondre là-dessus. Un idéologue de l'immigration. Non, moi je fais respect. En même temps, s'il vous plaît. Votre association, elle vit de l'immigration. Elle en vit grassement, mais la France, elle en meurt. Elle met en place depuis 40 ans des dispositifs d'État. L'immigration, les étudiants qui viennent se former en France pour rentrer dans leur pays après, moi je trouve ça très bien et positif. Et c'est une façon intelligente de soutenir ces pays-là. Il y en a 70 000 par an. Vous faites comment pour les réduire ? Non, mais je ne dis pas qu'il faut empêcher l'immigration des étudiants qui viennent pendant 2 ou 3 ans en France. Déjà, donc votre slogan, 10 000, votre slogan de 10 000 immigrants par an, c'est vous qui me coupez la parole en permanence, donc c'est un peu difficile de vous répondre. Je vous signale que 95% des étrangers qui viennent en France, ils viennent sans contrat de travail. Et pour beaucoup d'entre eux, ils ne parviennent évidemment pas ni à s'assimiler, ni à avoir un travail. Ensuite, il y a l'immigration. Il y a ensuite un regroupement familial qui a un volume considérable. Mais l'immigration de travail, c'est quelque chose de théorique parce qu'en général, ils n'ont pas. Oui, mais ils n'ont pas de contrat de travail. Qui rentrent avec un contrat de travail. Il y en a 20 000 sur 200 000. Merci de répondre à ma question. 20 000 immigration de travail. 20 000 sur 200 000. Figurez-vous, un certain nombre de nos compatriotes. Cette immigration, les Français n'en veulent plus. Un certain nombre de nos compatriotes épousent des étrangers non européens. Vous voulez mettre fin à cela ? Il y a un sondage qui est récemment sorti. On s'entend plus. On va revenir à Calais, on s'entend plus. 11% des Français considèrent que l'immigration est une chance et quelque chose de positif. Donc il faut que vous ouvriez les yeux. Je sais que vous avez une association qui vit grassement de l'immigration. Messieurs, on va revenir. Ils en souffrent de l'immigration. Messieurs, on va revenir au sujet de Calais et ce mur qui divise. La construction d'un mur entièrement financé par les Britanniques a démarré la semaine dernière. Ce mur est censé empêcher le passage de migrants qui cherchent à rallier l'Angleterre. Sur place, il suscite la controverse. Le reportage d'Astrid de Vilaine. Les travaux ont commencé la semaine dernière. Sur la rocade qui mène au port de Calais, un mur est en train d'être construit sur une distance d'1 kilomètre de part et d'autre de cette route. Entièrement financé par les Britanniques, il est censé dissuader les migrants de la jungle de monter sur les camions qui partent vers l'Angleterre. Mais pour les habitants, comme pour les associatifs, ce mur n'a aucune utilité. Mais le mur, il servira à rien du tout. Pour l'instant,
C'est plutôt nous qu'on est en train de murer que plutôt de murer ces gens-là. C'est une très mauvaise façon de dépenser l'argent des Britanniques. Les incidents sur l'autoroute ont lieu pas seulement là, ils ont lieu plus loin. Donc si on construit un mur là, il faudrait, pour que ça soit efficace, entre guillemets, il faudrait continuer probablement jusqu'à Dunkerque, Lille, peut-être Paris. Les travaux de ce mur haut de 4 mètres et végétalisé doivent s'achever dans 4 mois, quand la jungle sera normalement démantelée. Mais la maire Les Républicains de Calais, Natacha Bouchard, est hostile à la création de ce mur. Elle a prévenu sans réponse du gouvernement, elle prendra un arrêté d'interdiction contre sa construction. La préfecture du Pas-de-Calais a répondu par communiqué. Les travaux ont vocation à se poursuivre. Le bras de fer entre les deux autorités devrait s'intensifier dans les prochaines semaines. Alors je vais donner la parole au premier adjoint de la mairie de Calais, Emmanuel Agius. Pourquoi la mairie de Calais ne veut pas de ce mur ? Simplement parce que s'il y a démantèlement, il n'y a plus lieu d'avoir un mur, tout simplement. Et s'il y a démantèlement parfait et total tel que l'a évoqué le président de la République ce matin, donc dans sa totalité, je le cite, il est évident que le mur qui consiste à se trouver sur une partie de la rocade portuaire, qui est avant tout un outil de police permettant aux forces de l'ordre de canaliser les migrants pour aller, comment dirais-je, les traiter un peu plus loin, en amont, là où il n'y a pas de riverains, j'estime que si plus de zones nord, plus de jungle ou lande, ça dépend comment on l'entend, selon le vocabulaire de chacun, il n'y a plus de mur qui, en l'occurrence, qui ne sert à rien au vu du démantèlement et je pense que ça devient complètement obsolète. Pierre-Henri, la frontière, elle est étanche entre Calais, où ça passe, comme disent les bénévoles sur place. Ça passe. Il n'y a qu'à simplement écouter un certain nombre de reportages de l'autre côté du Channel. 30 migrants par nuit. Oui, alors bon, vous savez, je ne vais pas me risquer sur un chiffre, mais oui, ça passe. Et c'est une tragédie parce que un certain nombre de personnes ils laissent leur vie, évidemment. Donc autour de cette question, je crois surtout qu'il faut cesser toutes les instrumentalisations et qu'il faut apaiser le débat. Notre pays en a besoin. Vous savez, le droit d'asile, c'est l'honneur de l'Europe. La France s'est engagée dans des traités internationaux. Nous devons les respecter. Et je rappelle qu'il y a des organismes publics pour faire ce travail. Et que la France n'est pas la droit plus d'asile, généreuse. puisque la majeure partie des migrants, c'est des Soudanais, des Érythréens. C'est des Soudanais, des Érythréens, c'est des Afghans, etc. Et aujourd'hui, le taux de reconnaissance en France, il est environ de 33%. C'est-à-dire 33% des demandeurs d'asile accèdent à un statut. Je voudrais vous dire que la France est loin d'être le pays le plus généreux en Europe, puisque la moyenne en Europe, c'est en règle générale qu'un demandeur d'asile sur 2 obtient le statut. Ça, c'est la vérité. Et depuis 40 ans... On a les chiffres des demandes des demandes d'asile en 2015. Si on peut, 80 000. Si on peut les voir, voilà, 80 000 pour la France, 80 000. 30 000 pour la Grande-Bretagne et 500 000 pour l'Allemagne. Pour l'Allemagne, c'est exactement cela. 300 000 ont été traités en Allemagne en 2015 et 150 000 ont été rejetés. Voilà. Et ça, c'est la situation aujourd'hui. France. Donc, la France, en Europe, la France doit faire sa part du travail. Et je pense que l'ensemble des États, c'est bien à cela que nous sommes aujourd'hui confrontés, doivent conjuguer la solidarité au quotidien. C'est un peu la même chose en France. Très rapidement. Je crois que le problème, c'est que l'asile est devenu, encore une fois, une filière à part entière de l'immigration, parce que le droit d'asile a été assez largement dévoyé dans notre pays. D'ailleurs, il y a eu la jurisprudence de la CEDH qui a largement contribué. Le résultat aujourd'hui, c'est que non seulement, je le disais tout à l'heure, les déboutés ne sont pas expulsés, mais que de surcroît, on a aujourd'hui une conception très extensive du droit d'asile qui ne correspond pas à l'esprit originel. L'esprit originel, c'est quoi ? Ce sont des gens qui, à titre individuel, sont persécutés à raison de leur opinion dans leur pays. Si on prend en compte, par exemple, le critère de pays en guerre, c'est 260 millions de personnes qui sont éligibles au droit d'asile. Si on prend en compte la famine, ça devient 1 milliard ou 2 milliards de personnes qui sont éligibles. Vous savez où évidemment,
Franchement, ça ne tient pas. Et le simple fait qu'on nous dise aujourd'hui qu'il y a beaucoup de Soudanais, etc. La réponse de Christophe on sait Borgel. très bien qu'ils ne sont pas éligibles. Nicolas Bay, la réponse de Christophe Borgel est approuvée à Bruxelles. Du terme. La réponse en Turquie. Est-ce que la réponse de Christophe Borgel. Monsieur B, vous contestez qu'il y a 80 000 demandeurs d'asile? Non, c'est ça, c'est le chiffre. Est-ce que vous il y a 19 000 qui sont accordés. en même temps. D'accord, vous ne contestez pas ça. Voilà. Il faudra vous mettre d'accord avec le nouveau directeur de campagne de Mme Le Pen, M. Rachline, qui vient de... Attendez, il faudra vous mettre d'accord avec le directeur de campagne de Mme Le Pen, M. Rachline, qui vient de déclarer ce matin qu'il y avait 95% d'acceptation dans le droit d'asile. 95%, c'est sa déclaration mot pour mot. On voit bien. C'est quoi qu'on puisse dire. De 95 à 35, ça on peut le dire. C'est ça, il y en a 19 000. Non, mais attendez, je vous réponds. Il y en a 19 000 qui sont accordés chaque année. Nicolas Bay, laissez-moi terminer. Nicolas Bay, on voit bien. Et les 60 000, mais le problème, c'est que les 60 000 qui sont débutés directeur de restent en campagne France. de Mme Le Pen vient d'être pris la main dans le pot de confiture de l'instrumentalisation. Les chiffres, vous voulez faire peur à la France. Écoutez, les chiffres, ils sont la France. Vous parlez de France apaisée, mais ce que vous voulez construire, c'est une France qui fait la chasse aux migrants. Messieurs, c'est une France qui se construit dans la haine des autres. Il y a 80 000 demandeurs d'asile, il y en a 19 000 qui sont acceptés. Les 60 000 qui restent, ils restent en France au lieu d'être expulsés. Messieurs, on va faire un détour. Messieurs, s'il vous plaît, on va faire un détour sur Bruxelles. On va faire un détour sur Bruxelles. Ne dites pas messieurs, parce qu'il y en a qu'un qui met la pagaille sur ce plateau depuis tout à l'heure. C'est le représentant du Front National. On essaie d'organiser tout cela. Non, pas du tout. Vous ne voulez pas débattre. Vous voulez pas la démocratie. Messieurs, il y a cette histoire. Je voulais que vous réagissiez. On essaie de s'expliquer. Je veux dire, on constate que les chiffres. On va en direction de Bruxelles cette fois. Messieurs, s'il vous plaît, il y a cette histoire franco-belge. Je voulais que vous réagissiez. C'était la semaine dernière. Des policiers belges qui transportent 13 migrants dans leur camion pour les reconduire à la frontière française. Ils font 50 mètres de trop pour se retrouver en territoire français. Puis les policiers belges sont emmenés au poste pour être interrogés par la police française cette fois-ci. Au-delà de ce qui pourrait faire sourire, l'incident pose la question centrale du devenir des migrants. Jean Quatremer est avec nous. Cette affaire, est-ce qu'elle illustre pas la nouvelle devise de l'Union européenne ? Égoïsme sans frontières, dès qu'on parle de l'accueil des migrants. Non, parce que normalement, je veux dire que le Schengen, contrairement à ce qu'on croit, et ce que veut faire croire un certain nombre de gens, c'est pas l'absence de frontières. Ça veut dire que la frontière, avant, c'était une simple ligne administrative, et maintenant, la frontière, c'est quelque chose qui s'étend quasiment sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est une coopération entre les polices européennes, entre la police française et la police belge. Il y a des patrouilles communes, il y a des patrouilles en profondeur où on arrête effectivement les clandestins ou les étrangers sans papier qui ne devraient pas se trouver sur notre territoire. Donc Schengen, c'est exactement l'inverse de ce qu'on croit. C'est au contraire des frontières qui fonctionnent à l'intérieur de l'Union européenne. Là, cette affaire, elle est très picrocolline, si vous voulez. D'abord, ça montre que le retour des frontières que certains réclament, c'est juste pas possible. C'est des gens qui n'ont jamais été se promener, par exemple, sur la frontière franco-belge. Parce qu'effectivement, la frontière franco-belge, vous savez pas où elle passe. Et c'est pas nouveau, ça date pas de Schengen, parce que ça passe parfois au milieu des maisons, ça passe parfois au milieu des jardins. Vous ne savez pas à quel moment précisément vous franchissez la frontière, c'est au milieu des champs. Bon, donc là, l'histoire est assez amusante. En revanche, ce qui est plus problématique dans cette affaire, et là les Belges ont quand même été un peu loin, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré effectivement des migrants qui n'avaient rien à faire en Belgique, qui venaient manifestement de France, et la logique aurait voulu qu'ils appellent leurs collègues de l'autre côté de la frontière pour leur demander de reprendre en charge les personnes arrêtées. Ils n'avaient pas à les déposer à la frontière et à les pousser du côté français, évidemment. Là, c'est un manque de coopération du côté des Belges. Donc on peut comprendre l'énervement de Bernard Cazeneuve. Écoutez, là, c'est pas très correct, parce que d'habitude, on collabore plutôt très bien avec les autorités belges, mais là, il fallait pas faire cela. Alors, arrêter la police belge, les détenus, les mettre en garde à vue pendant plusieurs heures, je dirais que c'était quand même un peu maladroit. Je voulais vous reposer une autre question avec votre regard un peu européen. La place de la France parmi ses voisins européens en matière d'accueil des migrants, quelle est-elle ? Écoutez, tout à l'heure, j'entendais dire qu'on était envahi par une vague migratoire. Ça a dû m'échapper, ça doit échapper à beaucoup de monde, parce qu'actuellement, la France n'est évidemment pas envahie par les étrangers. Allez voir, moi je propose aux députés du Front National
de venir avec moi à Lesbos, d'aller en Grèce, d'aller avec moi en Italie, et il verra ce que c'est effectivement une vague migratoire ou d'aller sur la route des Balkans. Et là, il le verra en réel, c'est tout à fait autre chose. La France n'est pas sur la ligne de front, entre guillemets, et ce sont des pays pauvres qui sont, eux, qui doivent traiter des dizaines de milliers de gens qui fuient, en grande partie, d'ailleurs c'est le cas des demandeurs d'asile, qui fuient des zones de guerre. Je rappelle encore une fois, quand même, parce que c'est un chiffre qu'il faut avoir en tête, avant de dire n'importe quoi, que 80 à 90% des personnes réfugiées dans le monde ne se trouvent pas en Europe. Elles restent près des zones de guerre. Parce que c'est pas vrai qu'on fuit son pays, on va pas faire des milliers de kilomètres sans aucune raison. On essaye de rester près de la zone de conflit pour pouvoir rentrer chez soi. Je veux dire, mais quelle prétention il faut avoir pour penser que le Syrien n'a qu'une envie, c'est de venir vivre en France. Non, il a envie de vivre en Syrie, d'avoir son appartement à Damas et d'aller en week-end dans sa maison de campagne en Syrie. C'est ça son rêve. Il faut quand même arrêter ces délires. Et s'ils viennent chez nous, c'est parce qu'ils n'ont souvent pas le choix. Ça, je parle encore une fois des demandeurs d'asile qui représentent à peu près entre 50 et peut-être 60% des gens qui arrivaient jusqu'à le moment où on a passé cet accord avec les Turcs. Merci Jean Quatremer. On vous retrouve en fin d'émission pour conclure. Donc, est-ce qu'il ne faut pas relativiser La France accueille peu de réfugiés finalement. Je crois que d'abord, l'accueil des étrangers en France est très important. Je vous rappelle qu'on parle de Calais depuis tout à l'heure, les 10 000 environ de Calais. Mais à ça, il faut ajouter la politique de relocalisation de l'immigration. La France a mauvaise réputation chez les réfugiés. L'Allemagne a accueilli 1 million de personnes en 2015. Oui, mais vous remarquerez d'ailleurs que... Il n'y en a pas un qui vit sous une tente. Et qu'en Allemagne, la révolte est de plus en plus forte contre Angela Merkel, qui, pour dire les choses clairement, a voulu faire entrer des esclaves, c'est-à-dire de la main-d'œuvre à bas coût, en faisant appel à cette immigration massive, y compris clandestine. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé au seuil de saturation. Le problème, c'est pas seulement les 10 000 migrants de Calais, c'est les 200 000 entrées légales, les dizaines de milliers de clandestins, la politique de relocalisation mise en place par la Commission européenne, qui fait qu'on arrive à saturation dans un pays où il y a 1 500 000 mal logés et 6 millions de chômeurs. Et après, Pierre-Henri. Ce qu'a dit ce monsieur, c'est quand même relativement ubuesque. Jean Quatremer. Oui, la façon dont ça a été raconté, voilà, c'est comme des bisounours. C'est comme les centaines de migrants arrivant par la gare de Calais-Ville avec un billet en bonne et due forme, pris en charge par les passeurs et autres activistes, no border, etc., qui les enrôlent et qui finissent dans la lande, dans la jungle, je dis bien, parce que les vocabulaires, les deux sont tolérés en fonction des personnalités. Ça, c'est quelque chose. Et tout ça, depuis des mois, des années, ça, c'est un vrai cas d'espèce où on se dit quand même, Schengen, pas Schengen, Europe, pas Europe, qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de voir arriver ces migrants par la gare de Calais. Il n'y a pas de volonté, vous le savez. On n'a pas parlé de Vintimille, etc. Ou alors voir ces migrants traverser la plage de Menton avec des CRS devant eux en train de constater les faits. Enfin, il y a quand même quelque chose qui fonctionne. L'abaissement des barrières douanières ne va rien changer. Franchement, si ça a apporté quelque chose, on le saurait. C'est aux frontières de l'Europe qu'il faut travailler. Mais je crois que nous avons ce soir aussi un aperçu. On a un aperçu sur le programme du Front National avec quelque chose d'extrêmement grave qui a été prononcé ce soir, c'est-à-dire la remise en cause de l'immigration légale, c'est-à-dire des personnes qui rentrent avec une autorisation. Je rappelle très brièvement qu'il y a aux environs de 190 000 personnes qui rentrent chaque année dans notre pays légalement. Et parmi ces personnes, vous avez par exemple aux alentours de 40 à 50 000 de nos compatriotes qui épousent des personnes non européennes. Et c'est cela qu'aujourd'hui, le Front National veut remettre en cause. Vous répondez très rapidement. Les arguments sont tellement grotesques que j'y réponds. Quand quelqu'un entre légalement en France, il bénéficie d'un titre de séjour. Oui. Bon, très bien. Le fait qu'à expiration de son titre de séjour, la France décide s'il peut rester ou non, c'est parfaitement légitime. Voilà, c'est tout. Donc l'immigration, parce que quelqu'un qui épouse un étranger, il faut le virer. Non. Mais la question est simple. J'ai répondu, je viens de répondre.
d'accord, non. donc pour cela, on continue. En revanche, D'accord. il faut faire Alors, la on peut chasse. continuer comme ça. Il faut faire la chasse au La mariage chasse à blanc, quoi la chasse au mariage blanc, à Bravo. toutes les fraudes au mariage, parce qu'elles Ouais. sont nombreuses. Et ensuite, surtout, encore une fois, il y a un caractère Mais réversible comment vous arrivez à dans 10 000, l'immigration alors, légale. votre chiffre, là, Dans l'immigration, c'est vous qui parlez de ce chiffre depuis tout à l'heure. Mais non, Dans non, mais en même l'immigration temps, s'il vous plaît. légale, il y a un caractère réversible. Quelqu'un peut venir travailler en France pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, et ensuite repartir Et dans son ensuite, pays. on le bien jette. sûr. Non, c'est pas on le jette, Oui. il rentre dans son pays parce Ah qu'il oui. est étranger. Ah Mais bon. en fait, vous D'accord. révélez ce que vous êtes vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, vous voulez l'ouverture totale des frontières, Non. y compris Non, c'est pas ce qu'il a dit. de l'Europe. C'est pas- Mais c'est bien pas sûr ce que qu'il a si, dit. puisque pour vous, l'immigration, Je veux que simplement, finalement, mais- c'est un objectif. Vous avez une approche totalement idéologique. Aujourd'hui, Pierre-Henri, la France, s'il elle vous plaît, souffre de Nicolas Bay, l'immigration. Pierre-Henri, est-ce qu'il ne faut pas faire une distinction claire, nette et précise entre Merci de me poser la question. Évidemment que je fais la droit différence. d'asile, les migrants qui ont droit à l'asile et les migrants économiques Mais elle qui est sont... faite. Et évidemment que je l'ai fait. Et évidemment que je l'ai fait. Et si je suis pour la priorité donnée aux réfugiés, ça signifie que les personnes qui ne peuvent pas accéder à l'asile, si leur retour ne contrevient pas à la Convention européenne des droits de l'homme, eh bien le retour doit avoir lieu dans le pays d'origine. Christophe Bourgel, 200 000 clandestins en France, on en fait quoi? Qui, par définition, le chiffre des clandestins, personne ne le C'est connaît, difficile. pas plus le Front National que d'autres. On peut toujours agiter pour le Front National quelqu'un qui est un peu typé, c'est déjà le début d'un clandestin. On connaît cette logique. Moi, je voudrais quand même... 1 500 000 qui sont entrés. Non, mais 50 millions, 50 millions. Laissez-le terminer son propos. Vous arrêtez pas, mais 50 millions, bien sûr. Terminez votre Moi, propos. je voudrais revenir sur Calais pour bien comprendre. Parce que j'ai posé tout à l'heure une question premier adjoint. Je comprends et je ne veux pas me mettre à la place de l'exaspération et ce que les élus ont à gérer. Notre député Yann Capet nous en parle régulièrement et on mesure à quel point c'est compliqué. Mais pour démanteler, je comprends qu'il y a l'idée par rapport à la Grande-Bretagne, mais si on veut démanteler, il faut bien qu'il y ait une solidarité nationale pour que les gens soient dans des petits centres, pour étudier les demandes d'asile pour ceux qui peuvent en avoir besoin, y avoir droit, et reconduire à la frontière les autres. Or, une partie de vos amis politiques se sont prononcés fortement et nettement en disant « Pour nous, cette solidarité nationale, c'est non », qui a conduit le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, à dire qu'entre le manifeste de Steve Briouat et la déclaration de Laurent Wauquiez, il ne faisait pas la différence. Quelle est votre position? Est-ce qu'on peut avoir un consensus ensemble? Je ne cherche pas une polémique, mais pour dire il faut dépasser les clivages et il faut démanteler par la solidarité nationale. Emmanuel Ajus, votre réponse. Je vais essayer de faire court. C'est une question compliquée et qui mériterait beaucoup plus de temps. Moi, je suis sarkozyste parce que j'estime que la meilleure façon, la meilleure idée à porter, on n'est pas d'accord, je sais, la meilleure idée à porter de traiter le sujet... Il est contre la répartition dans tout le territoire des migrants, il est pour l'expulsion... Il est d'accord pour qu'il y ait à un moment donné un centre en France pour étudier, je l'ai dit tout à l'heure, les cas un par un, pour voir ceux qui relèvent du statut de réfugiés politiques ou réfugiés de guerre, et ceux qui malheureusement ne relèvent pas de cela, ils devront être accompagnés de là où ils viennent. C'est ce qui est fait actuellement. C'est un premier point. Oui, mais attendez, premier point. Deuxième point, la spécificité de retrouver un hotspot, on va dire un centre... Mais un centre de transit, appelez ça... sur le sol britannique, parlons français, un centre sur le sol britannique, de manière à ce que les Britanniques fassent exactement la même chose, parce qu'au fond, ceux qui sont à Calais, je dis bien ceux qui sont à Calais, on parle de la Lande. Hein, vous le mettez où, le centre, en France? Le centre, vous dites qu'il faut un centre. Mais je ne sais pas, monsieur, on ne va pas prendre une carte et mettre un point. Non, mais c'est pas ça, voilà. c'est que vous voyez bien la traitement des demandes d'asile. Là, pour le coup, on fait un nouveau Calais. Vous ne craignez pas qu'on fasse un nouveau Calais si on met un centre? Il y a 10 000 personnes à Calais. Bon. Justement. Il y a un centre de l'autre côté de la... Il faut des centres dans toutes les grandes métropoles, des centres de transit. Terminez votre propos. Vous allez me dire que après j'ai mais terminez très rapidement. Pardon, très rapidement. Le centre de l'autre côté, du Channel, et donc se retrouver avec un centre en Angleterre. Bon. Et bien sûr, Schengen ne fonctionne plus, rétablissement des frontières, le laps de temps de trouver un autre Schengen 2, on l'appelle comme on veut, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, monsieur, je suis élu local. Je vis à Calais. Ça fait 8 ans que je vis ce sujet. Ce que pensent les autres, c'est leur problème. Et est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on puisse réorienter les migrants pour démanteler la jungle vers des centres d'accueil et d'orientation de petite taille ailleurs dans le territoire, ou est-ce que vous y êtes opposé? Peu importe les autres. Moi, je ne suis opposé à rien. Je dis tout simplement qu'il y a 10 000 migrants à Calais, qu'il faut bien qu'on traite ce sujet. Je suis d'accord avec vous. Qu'on ne peut pas démanteler en une seconde, en une journée. D'ailleurs, il faudra peut-être quelques jours.
Parce qu'il faut se l'imaginer. Bien sûr, Moi, j'en ai bien vécu sûr, oui. quelques-uns. Évidemment, D'accord. oui. Bon. Qu'à un moment donné, il y ait un lieu pour traiter en France ce dont je n'expliquais à l'instant, c'est un fait. Un ou deux, je ne sais pas. Bon, après, l'État d'aujourd'hui, si le gouvernement d'aujourd'hui, s'il va jusqu'au bout, il lui reste 8 mois. C'est un fait. Hein. Bon, très bien, je serais promis à le dire, très bien. Le président Hollande a dit je reviens après le démantèlement. On peut l'imaginer que ce soit au mois de janvier. On verra. Très bien. Il y a des paroles. Moi, je réclame des actes. Voilà. Il y a de la répartition, Christophe Borgel, il y a de la répartition dans tout le territoire. Est-ce que finalement on n'a pas peur de ce qu'on ne connaît pas? Parce que ça a l'air de bien se passer. On peut comprendre qu'on ait peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais Est-ce que c'est pas ça le souci? Écoutez, quand il faut expliquer, il faut montrer. Une fois de plus, je veux bien qu'on nous explique que c'est l'horreur à chaque fois qu'on accueille 10, 20 ou 30 migrants venus de Calais pour instruire des demandes d'asile. On a montré sur nos antennes que ce n'était pas l'horreur, il y a eu des reportages. Et une fois de plus, raccompagner à la frontière ceux qui n'ont pas bénéficié du droit d'asile. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a un débat parce que c'est pas fait. Monsieur B, essayez une fois de toute l'émission, essayez d'écouter. Terminez votre propos. Mais aujourd'hui, une fois de plus, vous dites, est-ce que ça crée des problèmes? Une fois de plus, il y en a près de 6000 de migrants de Calais tout au long de l'année 2015 et ce début d'année 2016, pour qui on l'a déjà fait. Où est-ce que vous avez vu? Il y a eu des problèmes partout, bien sûr. Mais c'est pas beaucoup, vrai, bien sûr. vous mentez. Il faut lire les colonnes des faits divers. Pierre-Henri, on ne va pas vous mettre d'accord, Pierre-Henri. Non mais c'est pas un problème d'être d'accord, c'est un mensonge. Il y a une difficulté aujourd'hui, c'est qu'en réalité, le bidonville calaisien et le trottoir parisien constituent les voies d'accès à l'hébergement et à l'asile les plus rapides. Et donc, nous avons un enjeu, là aussi, de répartition sur le territoire. Moi, je considère que toutes les grandes métropoles dans ce pays devraient avoir des centres de transit de petite taille, 400 à 500 personnes, qui fonctionnent de manière uniforme et qui permettent de dire aux gens à la fois bienvenue, et quand on dit bienvenue, ça veut dire qu'on s'identifie mutuellement, et ensuite, en fonction de la situation des personnes, on les oriente vers des structures. Je voudrais vous dire que ça fait, moi, plus de 20 ans que je travaille avec les maires de France. Et je pourrais vous citer des villages dans lesquels nous sommes installés depuis plus de 10 ans. Avec, je pense par exemple à ce village de Chambon-le-Château, 360 habitants, j'ai 60 demandeurs d'asile dans le village. Ça a permis de conserver la poste, l'école. Ça coûte plus cher que ce que ça rapporte. Hein. La pharmacie, vous dites n'importe quoi là encore. Terminez votre propos. La Suède l'a estimé à 30 000 € par migrant. Des exemples comme cela, je peux les multiplier. Il n'y a aucune difficulté avec les structures que nous installons sur le territoire. Et en plus, je vous dirais que ça crée de l'emploi, de l'accompagnement social, ce qui n'est pas rien dans un certain nombre de ces villes. Excusez-moi, mais on ne peut pas laisser dire des choses aussi absurdes. Enfin, ça coûte une fortune, ça déséquilibre les comptes publics et les comptes sociaux. L'argent qui est déversé comme ça pour accueillir les migrants, pour leur vous mettra pas d'accord, ça coûte une fortune. Voilà, donc ne racontez pas n'importe quoi. Non, mais ça tombe bien parce que... Je voulais donner la parole. Moi, j'ai une question à vous poser. Combien vous en avez accueilli chez vous, là? Monsieur Borgel, Monsieur Henry? Christophe Borgel a appelé à Toulouse. Combien chez vous, à votre domicile, là, vous en avez accueilli? Voilà. Ah oui, c'est ça. Oui, dans votre commune, très loin. Non, pas très loin, monsieur. Non, monsieur B. Non, monsieur B. Non, parce que c'est les classes populaires aujourd'hui qui en souffrent. C'est les classes populaires qui souffrent de l'immigration. C'est pas vous, hein. Monsieur B. Vous vivez de l'immigration. Il y a des gens qui en souffrent. Quand on a une candidate qui est une grande bourgeoise, on ne donne pas des leçons de classe populaire. Donc arrêtez le cinéma. Accueillez des migrants chez eux. Je suis élu d'une circonscription populaire et par bonheur, classe populaire ne veut pas dire une inhumanité. La France apaisée que vous défendez, c'est la chasse aux migrants. Ce sera le mot de la fin, s'il vous plaît. On arrive à la fin de cette émission, on n'arrive pas à s'entendre. Merci à vous quatre, en tout cas, d'avoir débattu avec nous sur ce sujet sensible, des opinions tranchées, comme vous avez pu le voir. Je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre lors de la campagne pour la primaire de la droite et lors de la campagne pour la présidentielle aussi. Pierre-Henri, je rappelle votre livre, Le chaos ou la fraternité, l'Europe face aux défis de l'immigration aux éditions Hermann. Ça sort le mois prochain. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de Savourgarde. Restez avec nous sur les chaînes parlementaires. Bye bye.